Christian Delorme, merci d'être avec nous. Vous êtes donc prêtre catholique du diocèse de Lyon. Ce jeudi 19 octobre, ce soir donc à 22h55 sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes sera diffusé le documentaire auquel vous avez participé, La longue marche des banlieues, qui sera suivi d'un débat présenté par Sandra Méallier. Un documentaire qui revient sur la marche pour l'égalité et contre le racisme. Vous êtes l'un des initiateurs de cette marche puisqu'à l'époque, en 1983, vous étiez le prêtre de l'église de Saint-Fond, juste à côté du quartier populaire que l'on voit là, des Minguettes de Vénissieux. Cela fait donc 40 ans cet automne que cette marche a eu lieu, partie de Marseille le 15 octobre. Elle s'est achevée le 3 décembre à Paris. Est-ce que vous aviez conscience à l'époque que vous participiez à un moment historique ? Non, certainement pas. À une aventure qui avait son importance. On espérait effectivement que ce qu'on avait tenté, ce qu'on tentait réussirait, mais c'est une histoire improbable. Quelques jeunes d'un quartier des Minguettes, du quartier Montmousseau, qui, dans le cadre d'une violence devenue insupportable pour eux, eh bien, se lancent dans une aventure à dimension nationale, et puis en utilisant des moyens de la non-violence qu'ils ne connaissaient pas quelques mois auparavant. Donc c'est une aventure absolument incroyable. C'est presque une légende, quoi. 10 jeunes qui tout à coup partent, traversent la France, s'agrègent plein de gens au fur et à mesure et qui se retrouvent quelques 100 000 personnes à Paris 7 semaines plus tard. Mais quel était le climat social lorsque vous avez décidé de lancer cette marche tous ensemble ? Alors c'est une période de la vie de notre société où il y a encore un racisme qui est lié aux suites de la guerre d'Algérie. Il y a encore dans la société du ressentiment. On est 20 ans plus tard, en quelque sorte. On est 20 ans plus tard, simplement. Et donc, toutes les blessures de la guerre d'Algérie sont là. Et donc, il y a des violences, des situations de violence, il y a des morts de jeunes qui sont tués de manière inacceptable. De toute façon, on est toujours tués de manière inacceptable. Et puis, il y a un racisme qui est vraiment lié à cette histoire, de la guerre d'Algérie. Ça faisait vraiment partie des revendications principales. Alors, la revendication de la marche, c'est arrêter de tirer, c'est d'abord ça, arrêter de nous tuer. Ce sont des jeunes qui se sentent les cibles de tueurs possibles. C'est une époque où, dans les quartiers, les mères de famille ont peur quand leurs enfants descendent. Parce que, dans l'agglomération lyonnaise en particulier, il y a eu plusieurs jeunes de tués dans ces années-là, début des années 80. Quoi. Et vous disiez tout à l'heure que ça a duré 7 semaines. Vous avez été ensuite reçu donc, par le président de la République, François Mitterrand. Qu'est-ce qu'il vous a dit à l'époque ? Alors François Mitterrand, il reçoit une délégation des marcheurs, et il y avait 8 personnes qui étaient reçues. Il nous demande d'abord à chacun comment on a vécu ces 7 semaines, et on a exprimé donc nos sentiments. Et puis bien sûr, on lui a parlé de nos revendications. La revendication principale, c'était il faut que cessent ces violences. Et puis il y avait une autre revendication dont nous étions porteurs, que les associations qui nous soutenaient nous avaient demandé de prendre en charge, qui était la carte unique de 10 ans, une promesse du candidat François Mitterrand aux élections présidentielles, qui 2 ans après n'était encore pas arrivée. Et on a obtenu dans cette discussion, et c'est pas rien, parce que la carte de 10 ans qui a été votée quelques mois après par le Parlement à l'unanimité, c'est incroyable, un projet de loi sur l'immigration voté à l'unanimité, cette carte de 10 ans a changé la vie de millions de gens jusqu'à aujourd'hui. Et 40 ans plus tard, est-ce que vous trouvez que les choses ont changé après cette marche, au-delà de cette carte ? Alors, c'est très compliqué parce que la société a changé, le monde a changé. Ce qui est sûr, c'est que cette marche, et je pense que c'est pour cela qu'on en parle 40 ans après, c'est qu'elle a d'une certaine manière inscrit dans l'histoire cette jeunesse issue des immigrations postcoloniales, alors qui maintenant est composée de gens qui ont 60 ans et plus. Mais je pense qu'il y a une espèce d'acte de naissance pour cette jeunesse dans la nation française. La nation française les découvre, et eux-mêmes se découvrent comme étant une nouvelle part de la France. Au printemps dernier, une nouvelle marche pour l'égalité symbolique, cette fois, a eu lieu à Vénissieux, menée par les élèves du collège Jacques Brel. Est-ce que vous y étiez ? Vous avez participé d'une manière ou d'une autre ? Je n'étais pas à Lyon ce jour-là, mais j'avais été contacté par le principal du collège. Je trouve que c'est une initiative formidable, parce que c'est important que des mouvements comme ça, qui sont porteurs d'espérance, et puis ça a été une marche républicaine, fondée sur l'espoir de fraternité. Mais c'est important qu'il y ait une transmission des événements comme celui-ci. L'engagement vous anime depuis votre enfance, notamment lorsque vous êtes allé avec votre maman assister à la venue du pasteur Martin Luther King. Quel souvenir vous avez de ce moment ? Quelque chose, c'est étonnant. C'est là qu'on voit que la vie nous fait des cadeaux incroyables. Martin Luther King était le héros de mon adolescence, et voilà qu'il vient à Lyon. C'est la seule ville de province en Europe où il est venu. Il vient à Lyon même pas 24 heures. Et
donc en mars 1966, et je dis à ma mère, je veux aller l'écouter. C'était à la Bourse du Travail. À l'époque, la Bourse du Travail, c'était un lieu très contestataire. Ma mère me dit, bah oui, d'accord, mais je viens avec toi. J'étais un des plus jeunes dans l'Assemblée quand je vois les photos aujourd'hui. Et de fait, j'entends l'homme qui, pour moi, déjà était une figure essentielle et qui va rester jusqu'à aujourd'hui la principale figure qui a éclairé ma vie. Et vous avez eu cette chance d'avoir quelques échanges avec Alors, lui. je lui ai écrit, c'est improbable aussi, je lui ai écrit, je ne savais pas parler anglais, j'ai écrit une lettre sur un papier d'écolier que j'envoie à l'ambassade des États-Unis à Paris, qui a fait suivre à Martin Luther King, et Martin Luther King m'a répondu quelques mois après. Quelles sont les valeurs qui ont toujours motivé vos actions? Je pense que un grand goût de l'homme, je pense que je suis très habité par des valeurs humanistes qui sont propres d'ailleurs, enfin pas propres, mais qui ont été cultivées dans l'histoire lyonnaise et qui m'ont été transmises par ma famille. Des valeurs chrétiennes mais humanistes, je pense que c'est très important ça. Pour moi, la foi chrétienne, c'est d'abord l'attention à l'homme. Et d'ailleurs, quel que soit le lieu dans le monde où l'injustice sévit, vous agissez, notamment lorsqu'il a fallu sensibiliser l'opinion publique sur la guerre de libération du Bangladesh, la livraison de la France d'armes donc, au Pakistan, ou encore pour dénoncer la construction d'une base de force de frappe nucléaire dans la région, où vous trouviez tout le courage pour faire cela, parce que notamment, vous avez fait plusieurs grèves de la faim. Lorsqu'on sait qu'on s'attaque à des sujets aussi complexes, c'est quand même le pot de terre contre le pot de fer. Mais moi, ce qui m'a toujours dynamisé, c'est la rencontre des gens. Encore aujourd'hui, j'ai 73 ans et je ne cesse de faire des rencontres humaines passionnantes qui me donnent envie de continuer à vivre des choses et faire des choses. Et c'est la foi qui a toujours guidé Alors c'est inséparable. Pour moi, encore une fois, la foi, elle s'incarne dans des rencontres. Enfin, la foi chrétienne en particulier, c'est vraiment la conviction que Dieu nous rejoint dans notre humanité. Donc ce sont les rencontres qui me dynamisent. Et puis aussi, et je trouve que c'est important cela, la question de la transmission. Moi, je m'inscris vraiment dans cette histoire des luttes non violentes de Gandhi à Martin Luther King. Et vous transmettez cette foi, notamment vous l'avez fait pendant de nombreuses années sur France Télévisions et sur France 2, le dimanche, entre 1995 et 2010. Est-ce que vous trouvez que les médias traitent correctement aujourd'hui le rôle des religions dans la société contemporaine? Écoutez, les médias, vous le savez mieux que moi, c'est un univers immense. Donc il y a médias et médias. Et aujourd'hui, en plus, il y a tous ces nouveaux médias que sont les réseaux sociaux et qui sont en train de tout bouleverser au niveau d'une information juste et qui permet la distance. Je pense que c'est surtout que la société française a un problème avec le fait religieux à cause d'une histoire compliquée entre l'Église catholique et la République pendant longtemps, et aujourd'hui une histoire qui devient compliquée entre la République et l'islam. Donc la France, sans doute, se distingue des autres pays qui nous entourent, comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, parce que nous ne savons pas gérer Il y a toujours la peur que les religions sortent de leurs frontières et empiètent sur... Mais vous, quelle vision de la religion catholique vous avez? Alors moi, je suis un des enfants du Concile Vatican II et je goûte un bonheur extraordinaire à chaque jour depuis que le pape François est notre pape. Parce que pour moi, il est le continuateur du pape qui a beaucoup impressionné ma jeunesse, qui était le pape Paul VI. Et vous trouvez qu'elle fait suffisamment aujourd'hui pour intéresser la nouvelle génération, cette Église catholique? C'est compliqué. Alors l'Église catholique, elle est mondiale et selon les pays, c'est pas la même chose. Ici, ce qui est sûr, on est dans une situation de déchristianisation qui est abyssale, qu'on ne pouvait pas imaginer. Moi, quand j'étais jeune, 80% des Français se reconnaissaient chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens sont minoritaires dans la société française. La culture liée à cette histoire chrétienne est en train de disparaître, ce qui est douloureux et un peu effrayant, parce que moi je crois que cette culture, elle est porteuse justement de la défense de la dignité de l'homme. Et ce dialogue aussi interreligieux est très important pour vous. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui ont peur de l'islam, notamment en France? Parce que l'islam, c'est d'abord une grande spiritualité qui a façonné toute une partie du monde depuis des siècles, depuis 14 siècles, qui a fait vivre des gens, qui a donné du sens et qui a apporté de la paix. La religion musulmane est d'abord une religion de paix, comme son nom l'indique. Et il ne faut pas se laisser tromper par les courants déviants, qui malheureusement aujourd'hui sont très importants, qui défigurent l'islam. Je trouve c'est dur d'être musulman aujourd'hui, parce que quand on voit justement ce hold-up que certaines grandes organisations mondiales, avec le soutien d'État, ont fait sur l'islam, il y a de quoi souffrir. C'est ce que vous retracez un petit peu dans deux ouvrages que vous avez coécrits. En 1996, donc nous avons tant de choses à nous dire, qui est consacré au dialogue entre musulmans et les chrétiens, et puis la République, l'islam et l'Église 20 ans
plus tard, même en 2016, coécrit donc avec le franco-marocain Rachid Benzine. Est-ce que vous avez songé un jour à devenir musulman? Non, moi, je suis trop attaché à la personne du Christ, et c'est ce que beaucoup de jeunes musulmans ou d'autres musulmans plus anciens m'ont demandé souvent. Pourquoi tu n'es pas musulman? Tu connais bien l'islam. Et je leur dis, j'ai un infini respect pour l'islam, mais pour moi, l'attachement au Christ est tellement essentiel qu'il n'est pas possible. Et puis, c'est la religion de ma mère. Je dois tout à ma mère, donc ça serait impensable que je change de religion. Alors une dernière question avant de passer à la suite. Lors de la dernière élection présidentielle, vous avez tiré la sonnette d'alarme, car selon une étude de l'IFOP pour le quotidien La Croix, si on cumule donc les scores de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour et de Nicolas Dupont-Aignan, il y a 40% des catholiques pratiquants qui ont voté pour l'extrême droite au premier tour. Vous vous dites justement qu'un vote d'extrême droite est incompatible avec la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que l'extrême droite, c'est toujours l'exclusion de l'autre. C'est ce qui caractérise l'extrême droite. C'est de désigner un autre comme étant un danger. Donc désigner un autre humain ou d'autres humains comme étant des dangers pour nous. Et ça, c'est absolument contraire à notre foi chrétienne. Et je pense à la foi juive, et à la foi musulmane, et à d'autres, et aux convictions humanistes. D'ailleurs, parce que moi, je suis très attaché aussi à l'idée qu'il y a des hommes et des femmes qui ne se disent pas croyants, qui ne sont pas croyants en une réalité supérieure, mais qui ont la foi, le souci de la dignité de l'homme. Je pense à un homme comme Albert Camus, qui pour moi est aussi une des lumières sur ma route. Dans quelques instants, on va recevoir l'invité que vous avez souhaité mettre en lumière, qui mène aussi de beaux combats. C'est Asdine Ben Youssef, que l'on voit là, qui est directeur artistique, chorégraphe et fondateur de la compagnie Second Souffle, qui effectue un travail basé sur les différents clivages sociaux qui ont marqué l'histoire des territoires urbains, et notamment parce qu'il est originaire, et c'est pour cela que vous l'avez rencontré, du quartier donc, des Minguettes à Vénissieux.